Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 64 du podcast Les Petits Plus Zen. On va parler aujourd'hui de continence, de propreté, de pipi, de caca, de couche et de peau. Et oui, la vie réelle des enfants. Je m'appelle Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Et maintenant, j'ai à cœur de vous accompagner sur votre chemin de parent, à apprivoiser les émotions de chacun, à retrouver du temps pour vous et à savourer votre vie de famille en arrivant à élever les enfants sans crier et sans vous épuiser. Cette question de la continence, cette question de l'acquisition de la propreté, comment retirer la couche à votre enfant, c'est une question vraiment entre 2 et 4 ans qui challenge beaucoup de parents, surtout si votre enfant va rentrer en petite section à la rentrée de septembre. C'est pour ça que j'ai choisi de refaire un petit point là-dessus. On en avait parlé un petit peu dans l'épisode sur les attendus de l'école, qui était l'épisode 5, et aussi dans les épisodes de préparation à la rentrée. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un point un peu plus détaillé, parce que c'est vraiment un gros sujet d'inquiétude. Et quand j'avais le dispositif des moins de 3 ans, de 2015 à 2020, à la fin de l'année, quand les enfants n'avaient pas encore retiré la couche, les parents s'inquiétaient déjà au mois de juin de dire « mais là, il ne reste plus que 2 mois, comment on va faire pour retirer la couche ?» Parce que en petite section, selon les textes, les enfants ne peuvent pas venir en couche à l'école. Donc vous allez voir au cours de l'épisode que c'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre du côté des professionnels, à mesure que si vous avez dans une classe de petite section 22, 26, 30 élèves, on ne peut pas imaginer changer les enfants un par un à chaque fois qu'il y a un pipi ou un caca dans la classe, sachant qu'on n'est que 2 adultes en maternelle. Donc, du point de vue professionnel, j'ai vécu ça pendant presque 10 ans avant d'avoir ma première fille et de me rendre compte à quel point c'était compliqué pour les parents et pour les professionnels de mieux comprendre ce système de propreté, d'acquisition de la continence. Donc on va peut-être revenir déjà sur ce petit mot que vous voyez sûrement sur les réseaux. Donc des fois on dit rendre l'enfant propre. Cette petite notion de propreté, elle a une répercussion assez négative parce que finalement dans la rayure rouge de chaque enfant et nous-mêmes aussi en tant qu'adultes, on a ce besoin d'élimination. Ce besoin d'élimination, il est physiologique, il est fonctionnel, donc il n'a aucun rapport avec la propreté. De la naissance jusqu'à notre mort, on va éliminer des selles, de l'urine. C'est un système fonctionnel, c'est un système physiologique qui n'a rien à voir avec la notion de propre ou de sale. Donc déjà, on peut retirer petit à petit, si on y arrive, cette notion de rendre propre l'enfant. L'enfant est déjà propre, l'enfant n'est pas sale. Seulement, la notion de pipi, la notion de caca, elle peut être attribuée parfois à cette sensation de saleté, à cette sensation de dérangement, de désordre, comme si le caca était sale, comme si le pipi était sale. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu des livres qui parlaient de caca et de pipi, j'étais quand même assez surprise. Parce que n'ayant pas encore d'enfants, n'ayant pas encore fait beaucoup de maternelle, je trouvais ça très étrange de faire des livres sur le pipi et le caca.
Et quand on avance dans le métier, quand on avance aussi en tant que femme et qu'on commence à avoir des enfants, on se rend compte à quel point ce dossier il est important parce que comme il touche aux organes sensibles du corps, comme il touche aussi à cette notion de compétition, ton enfant il a retiré les couches, ah non il a pas retiré les couches, oui mais l'école t'as pas peur qu'il ait pas de couches, en fait c'est un chapitre vraiment très tabou, c'est un chapitre dont on ne parle pas beaucoup en parentalité, qui est pourtant très important et pour l'enfant, et pour la société, et pour le parent. Je vous ramène vers ce triangle éducatif parce que les professionnels évidemment, ont besoin de savoir où l'enfant en est au niveau de sa connaissance de son corps, de sa connaissance de son besoin d'évacuation, d'élimination, qui est physiologique. Le parent, il a besoin d'avoir les bons outils pour mettre en place cette acquisition de la continence. Et l'enfant, il aurait besoin de comprendre aussi ce qu'il se passe dans son corps. Donc, au cours de cet épisode-là, on va voir ces plusieurs angles de réflexion, à savoir, il y a des obstacles pour mettre en place une continence flexible, souple et légère. Il y a aussi des pistes pour que ça se passe bien. Et il y a des enjeux dont on n'a pas toujours conscience parce que la mise en place de cette élimination des selles, de l'urine, ça englobe tout un tas de rayures différentes. Ça va toucher à la rayure d'autonomie de l'enfant, ça va toucher à la rayure d'identité de l'enfant, de compréhension de son corps aussi, donc à la rayure de sens, et ça va toucher aussi à sa manière de comprendre son pouvoir sur le monde. Et c'est difficile à croire, mais un enfant très jeune, n'ayant pas encore conscience de son corps, ne peut pas imaginer l'enjeu qu'il y a autour de ce qui se passe dans sa couche. Parce que pour lui, il a eu une couche, probablement depuis la naissance. Cette couche, elle fait partie de son quotidien. Il n'en a pas mis un impact, un intérêt supérieur. Il préfère s'occuper d'autre chose que de ces histoires de couches. Donc ça va être à nous, parents, professionnels, de mettre en place des petits mots de compréhension, des petits termes de verbalisation, d'explicitation, pour faire prendre conscience à l'enfant très jeune de à quoi sert cette couche, pourquoi on met cette couche, qu'est-ce qui se passe dans le corps pour qu'on ait choisi de mettre cette couche, puisque certaines familles font le choix de l'hygiène naturelle infantile, ne font pas le choix de la couche. Ensuite, il y a plusieurs sortes de couches, les couches lavables, les couches jetables. Donc tout ça, c'est un système qui peut être différent d'une famille à l'autre. Mais ce sujet, il englobe vraiment en toile d'araignée beaucoup de domaines autour de la vie de l'enfant. La première chose, c'est que les parents qui s'en occupent l'été juste avant la rentrée se mettent une pression vraiment phénoménale parce qu'ils mettent ça en relation avec le fait qu'on va refuser leur enfant s'il n'est pas propre. Donc là, le raccourci il se fait très vite en disant « Je veux que mon enfant rentre à l'école en septembre », c'est peut-être votre cas. J'entends qu'à l'école, ils ne prennent les enfants que sans la couche. Donc, je dois retirer la couche à mon enfant, sinon on va me le rendre et il ne pourra pas aller à l'école. Et là, on prend le problème complètement à l'envers. On entend le besoin de la société d'avoir des enfants, entre guillemets, propres, pour faciliter le travail à l'usine de la petite section. Vous connaissez ma position sur le fait que mettre 25, 26, 30 enfants avec 2 adultes dans une même salle, c'est absolument impossible d'avoir un équilibre émotionnel, en affection et en physiologie. Ceci étant, les règles étant ce qu'elles sont, si votre enfant rentre en septembre, évidemment la pression elle s'installe tout de suite de comment je vais retirer la couche à mon enfant en 2 mois qui restent. Le problème, c'est que l'enfant il ne voit pas du tout les choses comme ça. Votre enfant, il a compris qu'il y avait une tension autour de cette question de la couche et il va pouvoir lui-même en décider de faire un enjeu pendant cet été. Donc ce qu'on va déconstruire aujourd'hui, c'est comment mettre en place la conscientisation du besoin d'élimination de l'enfant, aussi bien pour lui que pour vous, et sans en faire un enjeu très décisif qui va parasiter votre été. Le but, c'est que tout le monde finisse cet été de manière calme, si possible en ayant enlevé la couche, mais je vais vous raconter que Siana n'avait toujours pas enlevé la couche le jour de la rentrée, et au contraire de voir quelles sont les petites pistes à mettre en place pour que,
on est fait de notre mieux et que oui, il reste que 2 mois, si vous écoutez cet épisode à la sortie, parce que là on est déjà le 6 juillet, donc il vous reste moins de 2 mois pour finaliser l'acquisition de la continence. Alors pourquoi on utilise les 2 mots en distanciation ? Le mot propreté, je vous disais que ça renvoie à une sorte de jugement de ce que fait le corps, alors que ce n'est pas honteux, ce n'est pas sale. Et par contre, l'acquisition de la continence, on considère que c'est une maturation du corps qui est prêt à agir de manière autonome. Comme la marche, comme le fait de parler, l'enfant est préprogrammé pour un jour marcher, un jour parler et un jour être continent. Seulement, il a besoin d'accompagnement pour avoir les bonnes pistes, les bons supports, le bon soutien, le bon entourage. Et l'acquisition de la continence, elle va se faire sur 1, 2, 3 ou 4 ans parfois. Ça veut dire que plus l'enfant va grandir, plus il va pouvoir comprendre, agir dans son corps et mieux ressentir les effets de l'arrivée des selles, les effets de l'arrivée du pipi dans son corps, d'autant plus qu'on lui aura expliqué comment fonctionne son corps réellement. J'avais fait tout un épisode sur la conscientisation du corps qui est dans l'épisode 20, sur le fait de parler très tôt à l'enfant de ce qui se passe pour lui, des mots de son corps, des membres de son corps, de la fonction de respiration, de la fatigue. Donc vous pourrez réécouter en complément de cet épisode 64, l'épisode 20 qui parle de conscientiser le corps. Donc cette notion de continence, cette notion d'acquisition, c'est par les parents qu'il va le comprendre, c'est aussi en observant le monde, en observant ses frères et sœurs, sa cousine, les enfants à la crèche, les enfants au parc, les enfants à l'école plus tard. Il va pouvoir voir les options possibles, les facteurs possibles pour avancer sur cette acquisition progressive de la continence. De la même manière que nos enfants n'ont pas marché en une semaine, ça a été un long processus de maturité des muscles, des appuis, des prises de risques, d'oser s'aventurer. Pareil, pour l'enfant qui va commencer à acquérir la continence, il va y avoir des essais, il va y avoir des ratés, il va y avoir des réussites, il va y avoir une progression en spirale. On en a parlé aussi dans l'épisode 37. Il va appréhender une nouvelle compétence, il va appréhender une nouvelle maîtrise de cette fonction physiologique. Donc le premier facteur qu'on entend vraiment, c'est une maturité physiologique au niveau du corps, mais aussi une maturité psychologique. C'est un passage, le bébé vers l'enfant. Le bébé, il est admis qu'il puisse avoir sa couche et puis petit à petit, on va parler de être grand. On va parler de tout ce que ça englobe d'être grand. Donc il n'y a pas que l'entrée à l'école, il y a aussi le fait de pouvoir faire des choses tout seul et aussi d'enlever les couches, d'aller sur les toilettes, d'aller sur le pot. Et puis il y a aussi un autre facteur, c'est toute la logistique que ça va mettre en place dans notre maison ou à la crèche ou à l'école. Parce que mettre en place des temps où on va peut-être aller sur les toilettes, sur le pot, tout ce que ça va compter aussi sur l'autonomie des habits, sur la manière de parler, de prévenir qu'on a envie, de prévenir qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait au niveau physique, est-ce qu'on a le droit de tout faire tout seul, est-ce qu'on doit demander de l'aide. Donc il y a toute une logistique qui est autour de ce thème de la continence. Au niveau de notre formation d'enseignant de maternelle, on a eu un tout petit point sur cette question des couches. C'était vraiment très léger dans notre formation, donc j'ai surtout appris sur le tas à voir ce qu'il en était, parce que chaque rentrée, je peux vous dire qu'il y avait un enfant qui arrivait en couche, alors que ça avait été précisé dans le règlement, ça avait été précisé à l'entretien. On avait chaque rentrée en petite section un enfant qui, l'air de rien, était arrivé en couche. Donc je me suis renseignée sur ces domaines, j'ai lu ce qu'on avait dans les textes officiels. Donc dans les textes officiels, à l'époque, on nous parlait de la maturité des muscles du sphincter, de manière à ce que l'enfant, on puisse observer, par exemple, qu'il arrivait à monter un escalier en alternant les pieds, qu'on peut imaginer quand il arrive à coordonner ses muscles du bas, donc des jambes, des cuisses, du bassin, ça nous donne une indication sur la maturité aussi du sphincter, donc des muscles qui entourent à la fois les muscles autour de l'urine et à la fois autour des selles.
Il y a aussi un élément qu'on voit régulièrement, c'est que l'enfant, quand il est capable de lâcher un objet, quand il est capable de prêter un objet, quand on lui demande un objet et qu'il nous le donne, c'est aussi une maturité par rapport au fait de lâcher quelque chose, de renoncer à quelque chose. Et vous avez peut-être entendu ce petit point qu'un enfant qui fait caca pour la première fois dans un pot, c'est comme une manière de lâcher une partie de lui-même. Ce caca, c'est une création de son corps, c'est une matière qui appartient à son corps. Ça peut paraître un peu bizarre dans un podcast d'entendre ça, mais ce caca, il fait partie de lui. Donc, petit à petit, on est capable d'enlever des petites parties de nous et de les laisser tomber dans les toilettes, de les laisser arriver dans un pot à l'extérieur de nous et d'en prendre conscience que ce n'est pas grave, que ce n'est pas sale, que c'est la nature. Donc il va y avoir tout un tas d'étapes, mais nous, quand on nous a prévenu qu'on serait enseignant en maternelle, on ne nous a pas parlé du tout de ces domaines-là. Donc c'est à force de regarder les enfants, à force d'observer leur manière de faire aux toilettes, leur peur d'aller aux toilettes, leur peur de faire caca dans le pot, les enfants qui réclament une couche pour faire caca dans la couche, tout ça m'a amené vers ces réflexions et ces informations parallèles au métier de professeur des écoles, puisque par principe, c'est pas normalement quelque chose qu'on travaille à l'école, mais dans le dispositif des moins de 3 ans, ça a été au cœur aussi de ma pratique. Accompagner l'enfant vers sa continence dans le dispositif des moins de 3 ans a été assez important, puisque ça faisait partie d'un système global de faire prendre conscience à l'enfant de qui il était sur sa rayure d'identité, ce qu'il aimait, comment ça fonctionnait dans son corps, et puis aussi de présenter le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est les aliments, les animaux, les actions, les interactions sociales, et aussi la biologie, la respiration, l'élimination. Tout ça, ça fait partie de découvrir le monde, de comprendre le monde pour ensuite pouvoir faire nos propres choix et agir dans le monde. Voir que quand on a un parent qui va aux toilettes, voir que quand on a une grande sœur qui va aux toilettes, c'est très important pour le jeune enfant de se dire « il se passe quelque chose dans cet endroit que je ne comprends pas encore ». Donc nous, on va pouvoir poser des mots très jeunes sur ce qui se passe dans le corps de l'enfant quand on le change, quand on lui dit là tu as fait pipi, j'enlève la couche, dans la couche il y a du pipi. Le pipi c'est normal, le pipi c'est quand on a bu, quand on a mangé, à la fin il y a du pipi qui sort de ton corps, c'est pour enlever ce que le corps n'a plus besoin. Le caca c'est pareil, c'est une partie de tout ce qu'on a bu, de tout ce qu'on a mangé. Quand le corps n'en a pas besoin, il sort par le petit trou tout en bas, là, par l'anus, et le caca sort de ton corps. Ce sont des mots qui sont pas habituels à prononcer, ce sont des mots qui sont un peu étranges. J'avoue que la première fois que j'ai parlé de pipi, caca à l'école, je me suis dit « Ah ouais, quand même, être enseignant, c'est aller dans des domaines inexplorés. » Mais en réalité, ça fait vraiment sens pour le jeune enfant. Parce que le jeune enfant, il est très curieux de tout, il veut savoir pourquoi, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est rigolo quand on souffle, ça fait des bulles, quand on s'assoit, tiens, le pipi est cool. Donc de lui rendre en fait le pouvoir de comprendre ce qui se passe vraiment dans son corps. Et puis, ça a un intérêt pour lui aussi parce qu'on va lui dire très rapidement que quand on grandit, quand il observe sa sœur, quand il observe son cousin, quand il observe son papa, il voit bien que les grands n'ont plus de couches. Donc va s'installer très vite la notion de tiens, les bébés ont des couches, les grands n'ont plus de couches. C'est un élément que je mets dans ma base de données, c'est un élément que je vais prendre en compte un jour de ma vie. Sauf que l'enfant au début, il a peut-être pas conscience qu'il a envie de grandir, mais quand on va commencer à lui mettre des règles, quand on va commencer à lui poser un cadre et des limites, je vous renvoie vers ça aux épisodes 23 et 22, où on parlait que l'enfant va faire ses propres projets dans un cadre de sécurité, dans un cadre que vous avez défini vous-même pour votre famille ou pour votre collectivité. L'enfant va se rendre compte qu'il est contraint par son âge ou par ses capacités et qu'en grandissant, il aura le droit de faire plus de choses ou les compétences de faire plus de choses et ça peut l'attirer vers le plus tard. Plus tard, je pourrais faire ça. Quand je serai grand, je pourrais faire ça. Et la continence fait partie aussi de ces éléments de quand je serai grand, je n'aurai plus de couches. Quand je serai grand, j'irai sur les toilettes. Et ça, on peut déjà l'expliquer à un enfant de 1 an.
Surtout si à la maison, il y a quelqu'un de plus grand, ou quand vous allez aux toilettes, vous pouvez très bien expliquer à votre enfant que vous allez faire pipi, que vous allez faire caca, que quand vous avez très chaud, vous allez boire, et que plus vous allez boire et plus vous irez faire pipi. Ce sont des liens de cause-conséquence que l'enfant va entendre pendant 1, 2, 3 ans, et qui vont faire sens au moment où lui, il sera prêt à vouloir faire comme nous, en mode puissance du modèle, comme dans l'épisode 6, ou aussi faire comme les enfants qu'il a compris à la crèche, de voir que la section de grands à la crèche, eh bien, il y a des enfants qui ont retiré la couche. Peut-être qu'il a aussi envie de faire comme ces grands-là, comme ces enfants-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui tournent autour de cette notion de continence. Il y a ce qu'il comprend de son corps, il y a ce qu'il comprend de la vie extérieure, il y a ce qu'il comprend aussi de ce que les parents attendent. Et on va y revenir tout à l'heure parce que bien souvent, l'enfant, il sent tellement la pression que les parents ont du résultat que ça peut aussi parasiter son envie de grandir et d'être autonome. Donc voilà plusieurs des facteurs que je voulais poser là, autour aussi de la notion de s'autoriser à faire seul. Quand je parle de s'autoriser à faire seul, c'est que l'enfant, il a une petite zone de pouvoir quand il est jeune. Il essaye de secouer les jouets, lancer les jouets et de faire des petits projets à son niveau. Et se donner le projet d'enlever la couche, c'est rarement un projet qui vient de l'enfant. C'est souvent un projet qui vient de l'adulte. Et ce qui pourrait être intéressant de mettre en place, c'est que petit à petit, on lui laisse l'idée qu'un jour, il pourra décider de retirer sa couche, qu'un jour, il pourra décider d'aller sur le pot et de faire pipi sur le pot, que c'est une possibilité en fait, que c'est un dossier qui reste ouvert et qu'on va pouvoir lui donner ce choix-là. Au lieu de dire quand est-ce que ça va débuter, l'acquisition de la continence, de faire vraiment une large place à la temporalité dans cette question-là. Ça veut dire que tout petit, vous pourriez presque avoir déjà un pot à l'âge de 12 mois et lui montrer ce que c'est qu'un pot, lui montrer ce que c'est que les toilettes, lui montrer à quoi ça sert, ce que vous faites dessus, ce que sa cousine fait dessus, pour qu'il ouvre, lui, dans sa base de données, un dossier autour de ce sujet-là. Et peut-être qu'au début, ce sera juste s'asseoir avec sa couche sur le pot, ou regarder un livre sur le pot avec sa couche, et petit à petit, quand il aura vraiment conscience de ce qui se passe dans son corps, conscience qu'il est en train de faire pipi dans sa couche, qu'il est en train de faire caca dans sa couche, viendra de lui-même l'idée d'essayer de faire ce pipi ou ce caca dans le pot ou dans les toilettes parce qu'il a vu sa cousine le faire dans les toilettes, etc. Mais on revient à cette idée que je vous présente souvent, que la motivation de l'enfant à acquérir la continence, c'est pas lui volontairement qui va la faire en se disant « je veux être propre pour la rentrée de septembre ». C'est pas dans ce sens-là qu'il va le comprendre. Il va le comprendre comme « ah tiens, c'est quelque chose que je pourrais faire un jour si j'en avais envie et si j'avais envie de faire comme les grands ». Parce que j'aime faire comme les grands, parce que j'ai des neurones miroirs et que moi, mon intention, c'est de croissance, d'accomplissement, de réalisation sur sa rayure d'identité. L'enfant, il se dit, j'apprends chaque jour de nouvelles choses. Et la continence, c'est un nouveau module à débloquer dans sa vie. Il pourrait très bien s'intéresser à ça à 16 mois. Il pourrait très bien s'intéresser à ça à 23 mois. Donc, soyons-nous prêts à présenter le matériel qui concerne son besoin d'élimination. Parce que parfois on peut se dire le pot ce sera pour plus tard, non je lui parle pas de sa couche, ça l'intéresse pas, mais c'est un système complètement global. Si on lui dit dès tout petit que là c'est du caca, tiens on est en train de te nettoyer les fesses, le caca il est sorti par tes fesses, je l'enlève, là tu as la peau toute propre, toute sèche, je te remets une nouvelle couche, petit à petit il va comprendre à quoi sert la couche, pourquoi on a choisi de mettre une couche, pourquoi on a choisi de ne pas mettre une couche si vous êtes en HNI, mais de décider de mieux comprendre ce qui se passe autour de lui, avec son corps, avec ses muscles et tout ça. Donc cette conscience du corps, elle est vraiment très importante, je vous renvoie à l'épisode 20 si vous voulez en savoir plus. Le petit bug là qu'on a, c'est que ce projet, quand il est mené par le parent, il va induire cette notion que je veux faire plaisir à mon parent, je comprends que c'est important pour lui, donc je ne sais pas trop pourquoi il me demande de faire dans le pot, je ne sais pas trop pourquoi il me demande de faire dans les toilettes,
mais apparemment ça lui fera plaisir, donc je vais lui faire pour lui faire plaisir. Et vous voyez qu'on n'est pas forcément dans une éducation où la maturité et le développement de l'enfant est complètement respecté. C'est-à-dire que nous, on est en train de lui dire que ça nous ferait vraiment très plaisir s'il allait sur le pot et sur les toilettes. Donc la motivation, elle devient extérieure à lui. Certes, il va le faire pour nous faire plaisir, il va voir que dans nos yeux, dans notre sourire, ça a l'air intéressant, mais en vrai, si ça venait de lui, de son envie de croissance, de son envie de se développer, de passer à une nouvelle étape de compréhension et de compétence, ce serait d'autant plus fort. On peut conjuguer les deux, mais vous voyez que ça ne peut pas aller que dans un sens. Si le parent arrive avec un jour le pot, le réducteur en disant « aujourd'hui on s'y met », ça va vraiment arriver tellement comme un cheveu sur la soupe que l'enfant n'est pas en maturité psychologique, physiologique, de comprendre cette nouvelle notion. Comme si on arrivait avec notre boîte de lettres en disant « aujourd'hui on apprend à lire ». La lecture, ce sera le même principe, on fera un épisode un jour là-dessus, de poser des tout petits cailloux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et un jour ça va faire sens, un jour il va passer à l'action de comprendre comment on lit, de comprendre comment on fait telle ou telle chose, parce qu'il y aura eu des facteurs, il y aura eu des indices, il y aura eu des prérequis, on dit dans le jargon, il y aura eu des compétences qui auront été travaillées en amont. Donc les 3 obstacles principaux sur la mise en place de l'acquisition de la continence, c'est le développement naturel de l'enfant, qui n'est pas un apprentissage. L'apprentissage, c'est vraiment quand on veut lui expliquer quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que là, c'est naturel. L'enfant, il faisait déjà pipi depuis la naissance. Donc ça, c'est un obstacle si nous, on ne voit pas qu'il y a eu un processus et que c'est pas 2 mois avant la rentrée que le processus commence. C'est commencé déjà depuis longtemps. Le deuxième obstacle, c'est la pression du parent qui voit surtout les bénéfices secondaires à enlever la couche. Donc ça peut être un bénéfice, comme je vous l'ai dit, de collectivité, parce qu'on nous met la pression pour que l'enfant rentre propre et donc sans couche à l'école. Ça peut être un bénéfice aussi de se dire ce sera beaucoup plus pratique quand il n'y aura plus les couches, on aura pu à les acheter, ça fera moins cher, moins de dépenses, on s'organisera plus facilement quand on ira en voyage, il y aura moins de choses à emmener. Oui, ça a des conséquences dans les 2 sens, je vous dirais, parce que quand on commence à enlever la couche, pour ceux qui l'ont déjà vécu parmi vous, on a d'autres choses à vérifier. Parce que quand on enlève la couche, il peut y avoir des contraintes aussi d'organisation par rapport au trajet en voiture, par rapport au lit quand on est chez des amis. Donc on a d'autres choses à penser. C'est pas forcément plus facile quand on fait l'acquisition de la continence qu'avant. C'est juste une organisation à penser, à réfléchir, les causes, les conséquences, les effets qu'on en attend, les bénéfices, les risques. Donc comme tout domaine de l'apprentissage de l'enfant, que ce soit la motricité, que ce soit la collectivité, que ce soit la continence, il va y avoir des pour et des contre, il va y avoir des choses qui vont nous aider et des choses qui vont à nouveau nous challenger. Et puis la troisième réaction qui est difficile à comprendre, c'est que on a une vision de l'apprentissage qui est assez uniforme et on s'attend à ce que quand on va présenter la notion à l'enfant, quand on va lui expliquer, on attend une réussite assez rapide. On attend une réussite sans retombées, sans échecs, sans effort quasiment. Alors que pour l'enfant, c'est vraiment un nouveau domaine si on lui présente comme ça d'un coup, et il va pas pouvoir s'approprier tous les enjeux, ce qu'il ressent intérieurement, pourquoi mon parent me demande ça, pourquoi est-ce que j'ai plus le droit de faire dans ma couche, pourquoi est-ce que tout a changé, pourquoi je sens que mon parent est stressé. Et ça va demander une prise en compte vraiment plus large en se disant écoute, peut-être que des fois, quand je vais te mettre la culotte, tu vas oublier d'aller sur le pot, peut-être que tu vas oublier d'aller sur les toilettes, peut-être que le pipi va couler dans ton slip. Et voilà, si le pipi coule dans ton slip, de vous préparer mentalement un petit scénario pour vous dire quand le premier pipi dans la culotte va arriver, comment on va réagir. Qu'est-ce qu'on va dire comme mot à notre enfant? Comment on se prépare à essayer d'être suffisamment calme, nous, pour ne pas induire chez l'enfant qu'il a échoué dans ce projet, qu'il a raté quelque chose, qu'on n'est pas content de son résultat. Parce que chez beaucoup de parents, au début, il y a une certaine déception qui s'installe, une certaine frustration,
que ça n'aille pas assez vite, que ça ne soit pas assez régulier, qu'il y ait encore beaucoup de pipi par terre. Un enfant, quand on lui explique qu'on va pouvoir bientôt enlever la couche, qu'on lui met en culotte parce que c'est l'été, au début il est très très content, il dit ah super, une nouvelle expérience. Et puis il continue à jouer, il est dans le sable, il fait pipi sur lui, la culotte est mouillée, ça va sécher. Il se rend pas spécialement compte qu'il a fait pipi dans le slip. Par contre, s'il est dans le tapis, sur le tapis du salon, qu'il est en train de jouer aux petites voitures, et que là il oublie d'aller faire pipi, vous allez plus le voir facilement. Parce qu'il va y avoir une grande tache sur le tapis, il va y avoir peut-être une réaction de votre part qui est assez impulsive, qui est assez spontanée. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause toutes nos réactions, c'est juste que lui, sa compréhension de notre réaction peut être « Ah je déçois mon parent, je ne rends pas heureux mon parent, je déplais à mon parent, ça rend ma mère énervée, ça rend mon père énervé quand je fais pipi sur le tapis. » Donc, je ne suis pas un bon petit garçon, je ne suis pas une bonne petite fille, je suis en train de décevoir mon parent. Donc, je force volontairement le trait pour vous faire comprendre que dans la tête de l'enfant, lui, il était concentré sur son jeu, que ce soit à la plage ou dans le salon. Il n'a pas pu écouter les informations de son corps. Il ne s'est pas connecté à la première petite goutte qui est arrivée dans sa culotte. Donc, ça va demander plusieurs explications, verbalisations, répétitions, pour que l'enfant puisse spontanément se dire « Ouh, je sens que le pipi arrive, où est le pot est là-bas, ou les toilettes sont là-bas, je vais jusqu'au pot en espérant que j'arrive à maintenir ce pipi, ce caca, jusqu'à l'arrivée dans le bon réceptacle. » Donc c'est tout un cheminement intérieur que fait l'enfant de comprendre qu'aujourd'hui il n'a pas la couche, de comprendre qu'aujourd'hui on lui demande d'aller faire son pipi ou son caca dans un autre élément que sur lui, surtout que les couches sont vraiment très perfectionnées maintenant. Donc l'enfant, des fois, quand il a fait sur lui, il ne sent même plus la gêne d'avoir fait sur lui. Il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres à ça, mais on s'est rendu compte sur les 20 ans de carrière que au tout début, quand les couches, elles étaient remplies, ça fuyait partout. L'enfant, il était parfois dérangé plus rapidement. Alors que là, elles sont presque tellement perfectionnées pour pas qu'il y ait de fuite que l'enfant, il peut continuer à jouer avec sa couche sale. Dans le dispositif des moins de 3 ans, ils avaient le droit de venir avec la couche. Je vous cache pas qu'il y a des enfants qui pouvaient jouer pendant 1 heure avec leur couche sale. Nous, on les détectait à l'odeur, mais eux, ils ne venaient pas nous voir en disant « j'ai fait caca ». Donc c'est une manière aussi de s'approprier le fait d'avoir du caca sur soi ou du pipi sur soi, va dépendre vraiment de chaque enfant. Il y a des enfants qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des substances sur eux. Il y a des enfants à qui on va verbaliser plusieurs fois en disant « je crois qu'il y a du pipi dans ta couche, qu'est-ce que tu en penses ?» Est-ce qu'on regarde ensemble s'il y a du pipi dans ta couche? Est-ce que tu te sens mouillé? Est-ce que ça te gêne de te sentir mouillé? Et en posant ces questions-là, l'enfant va pouvoir se demander ce qu'il en pense. Bon, des fois, il va pouvoir lire sur notre tête ce qu'on attend comme réponse. C'est un peu le point de vigilance aussi que j'aimerais apporter. Parce que même nous, en tant que professionnels, des fois, on pose une question. L'enfant, il est pas dupe, il sait très bien ce qu'il doit répondre. Mais vraiment, au moins de lui pousser la réflexion intérieure en se disant « Tiens, est-ce que je me sens mouillé ?» Peut-être qu'il se sent pas mouillé, en fait, votre enfant. Franchement, moi, Siana, pendant des mois et des mois, j'ai essayé de l'intéresser à ce sujet-là. L'année dernière, à cette époque-là, on avait commencé à l'intéresser au pot. Elle avait 3 ans. Elle n'a pas voulu s'y intéresser du tout, mais vraiment du tout. Elle se sentait bien avec sa couche, elle faisait dans sa couche. Quand je lui retirais la couche, elle me réclamait la couche pour faire caca dedans. Donc, elle n'avait pas l'utilité de retirer cette couche. Elle voyait que c'était un enjeu pour moi, j'y reviendrai tout à l'heure, mais elle n'avait pas l'utilité, ça ne lui paraissait pas être un projet dont elle avait envie. Donc vraiment, il y a plusieurs obstacles pour la mise en place de la continence, notamment notre propre réaction et nos propres gestes quand on va se préparer à l'idée qu'il va y avoir des pipis à des endroits qu'on n'aurait pas voulu, peut-être le siège auto, peut-être le lit, peut-être le tapis de la grand-mère. Il va y avoir des cacas à des endroits pas voulus. Il va y avoir des cacas qu'on n'aura peut-être pas anticipés, peut-être qu'il y a des cacas qui vont déborder. Tout ça, c'est vrai que c'est pragmatique, c'est un peu étrange de parler de ça dans un podcast sur la parentalité, mais on est dans la réalité. L'enfant,
on en a parlé dans une room une fois, l'enfant, il peut trouver ça très créatif de mettre ses mains dans le caca pour étaler le caca partout. L'enfant, il peut trouver ça intéressant de toucher ces textures-là, cette matière. En plus, une matière qui vient de lui-même, c'est sa propre œuvre. Donc ces notions, à l'école, on les voit aussi beaucoup. Il y a des enfants qui jouent autour des toilettes, qui trouvent ça mystérieux, qui comprennent pas comment ça marche, qui jouent avec la chasse d'eau, ça fait du bruit, qui regardent les enfants faire pipi, qui entendent les gouttes qui tombent, qui entendent les crottes qui tombent. Tout ça, c'est un sujet d'observation pour un jeune enfant. C'est un sujet d'intérêt, de curiosité. Donc déjà, le premier point que je voudrais vous proposer, c'est de ne pas du tout en faire un sujet tabou, de le mettre au même sens que quand vous parlez des aliments, que vous parlez des animaux, que vous parlez des vêtements. Le pipi, le caca, c'est quelque chose de naturel. C'est un lexique, c'est un thème qui fait partie de la vie du jeune enfant. Et plus on va en parler naturellement nous, même si au début c'est difficile, peut-être que ça vous a paru bizarre au tout début quand vous vous êtes dit « Mais pourquoi ces jeunes parents-là, ils sont contents d'un pipi dans le pot, d'un caca dans le pot ?» C'est parce que l'enfant, s'il n'a jamais entendu parler de tout ça, spontanément, il ne va pas aller sur ce terrain, il ne sait pas de quoi il s'agit. Alors que si tout petit, vous avez trouvé un livre qui parle de pipi, de caca, que son héros préféré va sur le pot, que sa petite fille, le doudou qu'il a, il l'a déjà vu aller sur le pot. Tout ça, ça va être des petits éléments qui dédramatisent, qui vraiment vulgarisent l'idée que les toilettes, c'est pour tout le monde. Le pot, c'est quand on est bébé, souvent on a un pot. Il y a beaucoup de livres qui parlent du pot, il y a beaucoup de livres qui parlent des toilettes. Donc, laissons des livres très jeunes à la disposition de l'enfant pour qu'il s'habitue à voir les mots pipi, les mots caca, les termes, les dessins, les représentations. Quand on parle de slip, quand on parle de culotte, quand on parle de couche, on peut très bien expliquer que nous, les mamans, nous, les papas, on n'a plus de couche. Parce que quand on sent le pipi arriver, le pipi, on l'emmène dans les toilettes. On peut expliquer ça déjà à un enfant de 1 an. Ça ne veut pas dire qu'il va le réussir, ça ne veut pas dire qu'il va l'agir, mais il va commencer à comprendre que dans sa base de données, il y a différents endroits pour mettre son pipi. On peut mettre son pipi dans la couche, on peut mettre son pipi dans un pot, on peut mettre son pipi par terre quand on est dans la forêt, parce qu'on a oublié d'emmener le pot, on peut mettre son pipi dans les toilettes. Donc la prise de conscience d'un jeune parent qui commence à voir son enfant grandir, ça peut être de se poser en disant comment j'imagine mon enfant devenir continent. Comment j'imagine que ça va se passer par rapport à mon aménagement de pièces, par rapport à la taille de mes toilettes. Est-ce que je vais laisser le pot dans les toilettes? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que je pense mettre un pot dans la salle de bain? Voilà, vous pouvez déjà vous demander comment vous avez envie de voir l'acquisition de la continence de votre propre enfant. Et puis cette partie verbalisation, explicitation, comment vous vivez le fait d'aller aux toilettes. Il y a beaucoup de mamans qui disent les toilettes c'est le seul endroit où je peux être tranquille. Finalement, les toilettes, c'est intéressant aussi pour un enfant, parce qu'il a l'impression que maman, elle fait quelque chose de mystérieux, d'intéressant dans les toilettes, parce qu'elle est toute seule là-bas. Donc les enfants rappliquent quand on est aux toilettes, en se disant, ça a l'air sympa, maman, elle y va souvent. Et maman, peut-être qu'elle va souvent aux toilettes, justement, pour avoir un petit peu de calme et de répit. Et je vous renvoie vers l'épisode 62, est-ce que notre tequil, c'est les toilettes, ou est-ce qu'on arrive à s'en créer d'autres? Fin de la parenthèse. Donc voilà, démystifions vraiment cet accès aux toilettes. Si vous avez des grands frères et sœurs, c'est l'occasion quand le grand frère ou grande sœur passe aux toilettes de réexpliquer ça, même devant le bébé, même devant le tout petit, pour que ce ne soit pas un sujet tabou. Il y a aussi la fonction des pièces qui est intéressante parce que quand on travaille à l'école, notamment sur qu'est-ce qu'il y a dans ma maison, on peut parler de la cuisine, on peut parler de la salle de bain et ne pas faire l'impasse aussi sur à quoi servent les toilettes. Les toilettes, c'est un endroit où on élimine, c'est un endroit où on se soulage. Si vous vous souvenez, il y a des fois où on a tellement envie de faire pipi que vraiment arriver et s'asseoir sur les toilettes, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est une satisfaction. Donc, rappelons-nous que c'est une fonction corporelle, physiologique, mais c'est aussi une fonction qui peut nous apporter un certain plaisir. Faire pipi, faire caca quand on a mal au ventre, quand on est constipé, quand on a trop bu, quand on a trop mangé, c'est aussi une manière de
d'écouter notre corps, de respecter notre corps et de le faire agir dans son cycle, dans son cycle alimentaire, dans son cycle physiologique, dans son cycle d'élimination. Donc il y a un petit côté scientifique qu'on peut déjà expliquer à nos enfants. Ben voilà, aujourd'hui tu as beaucoup bu parce qu'il faisait chaud, peut-être qu'il y aura beaucoup de pipi. Aujourd'hui tu as mangé des betteraves, on regardera, peut-être que dans la couche, il y aura un peu du rouge, ou tu as mangé du maïs, on va retrouver les grains de maïs dans la couche. Ce sont des causes-conséquences. C'est factuel, on peut expliquer ça à nos enfants très tôt. La deuxième piste, donc là c'était la première piste au niveau du lexique, du langage, et de ne pas faire un sujet tabou de ce thème. La deuxième piste autour de l'acquisition de la continence, c'est l'autonomie globale de l'enfant. En dehors du pipi-caca, est-ce que notre enfant est capable de déboutonner ses habits, de s'habiller, de se déshabiller? Est-ce que notre enfant est capable de monter un escalier avec un pied, avec 2 pieds? Est-ce que notre enfant est capable d'ouvrir une porte, de tenir un objet, de déplacer un objet, de pousser un objet? Où est-ce qu'il en est de sa capacité à maîtriser ses gestes? Est-ce qu'il arrive à enfiler des perles, à mettre un morceau de puzzle dans le bon emplacement? Donc sa technicité, sa pince, index et pouce, sa pince motrice, comment il en est au niveau de sa faculté à faire lui-même des petits gestes précis quand il en a envie. Ça va déterminer beaucoup de choses, ça va déterminer le fait de pouvoir arriver à temps sur le pot, en baissant le pantalon, la jupe, en enlevant le bouton du jean, en montant le t-shirt quand il est mouillé pour se déshabiller. Donc cette autonomie globale, cette autonomie de motricité fine, de prendre un objet, de ranger un objet, de lâcher un objet, ça va jouer aussi sur l'acquisition de la continence, en autonomie surtout, puisque le but c'est qu'il aille tout seul vers le pot ou vers les toilettes, donc qu'il se sente capable de se déshabiller tout seul, s'asseoir tout seul, se rhabiller tout seul, s'essuyer tout seul. Donc il y a tout ce domaine de l'autonomie qui va être très important aussi en amont de l'acquisition de la compétence, de la continence. Troisième piste, se projeter dans les avantages qu'on a à passer au pot ou au WC. Donc grandir, pour certains enfants, ça peut être attirant parce qu'ils ont envie de faire comme les grandes sœurs et les cousins ou comme maman. Ça peut marcher pour, on va dire, une bonne moitié des enfants, l'envie de grandir, l'envie de faire quelque chose de nouveau, d'être attiré par la nouveauté et par la capacité de voir ses compétences augmenter. Mais pour certains enfants, ça ne va pas suffire. Parce que pour certains enfants, le principe de plaisir va être très fort, le principe de je reste dans ma zone confortable, j'ai pas envie d'en faire plus, ce qu'on me demande là, ça m'attire pas trop, ça peut ne pas marcher. Donc là, il va y avoir, et vous l'avez sans doute vu sur le marché, des possibilités de renforcer l'intérêt de l'enfant, de motiver un petit peu de manière extérieure cette envie de passer à l'étape du grand qui enlève sa couche, qui va sur le pot, qui va sur les WC, qui fait tout seul. Donc une des actions que j'avais fait avec ma première fille, c'est de lui dire écoute, comme on va bientôt enlever les couches, on va pouvoir aller acheter des culottes de grande. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de motivant. Ça va être les culottes de grande. Donc on introduit un nouvel objet. C'est pas une carotte, au sens de on promet pas la culotte si elle arrive à faire pipi dans le pot. C'est en préparation de cette étape-là, on va pouvoir aller acheter des nouveaux slips, des nouvelles culottes. Ça va être les culottes de grand. Donc c'est faire participer un élément extérieur dans la motivation de l'enfant. Il peut y avoir aussi une certaine idée que oh là là, tu seras tranquille quand tu auras plus ta couche, ça te grattera plus sur les côtés, il y aura plus le scratch qui tire, ou tu te sentiras moins mouillé, de lui faire ressentir les bénéfices et les avantages à retirer la couche, et puis peut-être dire de temps en temps, tu vois, moi, quand j'ai retiré ma couche, je me suis sentie comme ça, quand papa a retiré sa couche, il s'est senti comme ça, qui s'identifie au plaisir éventuel, à la sensation de satisfaction de quand on enlève sa couche, on peut se sentir comme ça. Alors, il le ressentira peut-être pas comme ça au début, parce c'est quand même des notions subjectives, mais il peut entendre que ça a l'air d'être sympa de retirer sa couche à un moment donné. Troisième piste, donc ça c'était la projection des avantages. Quatrième piste, alors la souplesse et la patience dans le système d'apprentissage de l'enfant.
Si on couple ça avec les vacances, si on couple ça avec des événements festifs, ça va être d'autant plus difficile à l'enfant de s'approprier toute la nouveauté de la journée. Si on met l'acquisition de la continence sur une période un peu plus calme de sa vie, sur une période où il n'y a pas de grands chamboulements, ça peut être plus facile de se l'approprier sereinement. Je m'explique dans ce sens où si au mois de mars-avril, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de séjour, il n'y a pas d'arrivée du petite sœur, il n'y a pas un déplacement du papa pendant des semaines, ça va être un moment où il va pouvoir se consacrer à quelque chose de nouveau et on va pouvoir essayer de mettre en place un nouveau dossier, quel qu'il soit. Là, on parle de continence, mais ça peut être autre chose. Par contre, si l'été, il y a déjà beaucoup de nouveautés prévues, un déplacement, ou sa cousine qui vient pendant 3 semaines, ou on est dans une maison qu'il ne connaît pas du tout, ou on est dans un pays où la langue, il ne la connaît pas non plus, peut-être que l'acquisition de la continence va être un peu plus longue, parce qu'il a déjà beaucoup de choses à intégrer, à implémenter, à comprendre dans sa journée. Et si on rajoute l'acquisition de la continence là-dessus, il y aura peut-être un effet de trop. Trop de stimulation, trop d'attente, trop de compréhension. Et même nous, c'est vrai que quand on est déjà dans un premier dossier qui nous défie, on n'est pas complètement au top, mais si on nous rajoute 2, 3, 4 dossiers, quand on fait le transfert sur notre vie, on se rend compte que c'est difficile d'aller sur un domaine précis, en profondeur, en comprenant toutes les ramifications, les bénéfices, les avantages, les causes et les conséquences, parce qu'on est submergé d'informations par ailleurs. Donc l'acquisition de la continence, elle pourrait se faire sur vraiment 4, 5, 6 mois, en laissant à disposition, en explicitant, en verbalisant, en lui faisant un peu miroiter les avantages, les bénéfices, en l'intéressant à cette idée, mais pas sur une période très courte où il va y avoir des ratés, il va y avoir des échecs. Et si la cousine habite avec nous, ça peut être délicat parce que la cousine, elle va peut-être se moquer ou elle va peut-être pas rentrer comme alliée dans la discussion. Donc, voir un peu les effets aussi autour de nous de l'environnement. Parce que cette souplesse, elle va être nécessaire pour que l'enfant ne se sente pas en échec, ne se sente pas non plus déçu de ne pas arriver du premier coup à faire pipi dans le pot, à faire caca dans le pot. Et ça pourrait avoir l'effet inverse qu'il s'oppose finalement à ce projet en disant « laissez-moi tranquille, laissez-moi ma couche, arrêtez de me solliciter, c'est trop. » Et trop, et de faire un blocage alors que c'est vraiment l'effet inverse qu'on en attendait. Du coup, la notion de carotte, de donner une belle gommette, un beau bonbon à chaque fois qu'il réussit dans le pot, c'est peut-être à manier aussi avec vigilance pour ne pas que ce soit toujours une motivation extérieure à l'enfant et qu'il ne fasse pipi dans le pot que pour avoir son bonbon. C'est un système de récompense qu'on voit beaucoup sur les réseaux et je peux entendre que les parents qui soient démunis par rapport à la continence aient envie de proposer cette idée je mets un soleil quand t'as fait pipi dans le pot, je mets un nuage quand t'as pas réussi, quand t'as fait pipi sur toi. Mais finalement, ça devient un peu du dressage, ça devient un petit peu de la carotte et on en revient à fait plaisir à papa ou fait plaisir à maman, alors que l'idée c'est de grandir et l'idée c'est de sentir qu'on est capable de. Pas que pour faire plaisir à papa et maman, mais pour me faire plaisir aussi à moi, pour me sentir m'accomplir, pour me sentir grandir. Donc vraiment, cette 4e piste, c'est de prendre du temps, de la patience, de la souplesse et d'éviter les récompenses systématiques en lien avec « Waouh, bravo, t'as fait ton caca dans le pot, tu as droit à une glace ». Parce que bon, si à chaque fois qu'il fait caca dans le pot, il a le droit à une glace, vous allez avoir d'autres inconvénients à cette technique-là. Et puis, profitez du contexte des vacances. C'est vrai que le contexte des vacances, on va dire qu'ils sont plus souvent en maillot de bain. C'est plus facile à nettoyer, à moins que vous ayez de la moquette dans la maison des vacances. Mais parfois, les vacances, c'est vrai qu'on est plus détendu, on a moins de stress, nous, en tant que parents. Donc, regardez si pour vous, c'est le bon moment. Parfois, c'est trop stimulant pour l'enfant s'il est chez les grands-parents, si ça fait longtemps qu'il n'a pas vu ses grands-parents, c'est peut-être pas le bon démarrage de démarrer chez les grands-parents. Donc, voyez vraiment ce qui convient le mieux pour votre maturité à vous, pour votre sérénité à vous et pour aussi la sérénité de votre enfant. Parce qu'au niveau personnel, il est peut-être déjà en train de vivre une émotion différente et que rajouter le dossier de la continence, c'est vraiment pas sa priorité. Donc par rapport
émotions de l'enfant, on a beaucoup parlé de cette sensation de se sentir capable de réussir, mais je vais vous ramener sur le terrain des émotions du parent. Nous, quand on voit notre enfant faire pipi dans le pot, on peut vraiment être très content et satisfait parce qu'il a coché une case qu'on en attend, mais de ne pas non plus montrer à l'enfant qu'il nous a fait plaisir, qu'il nous rend heureux. Et de la même manière, quand l'enfant va faire caca au milieu du salon ou pipi en plein milieu de la nuit, d'essayer de ne pas rendre non plus l'enfant responsable de notre émotion de tristesse ou de colère, parce qu'il va faire des associations assez rapides, s'il a entre 2 et 4 ans, de « Ah, je déçois mon parent, je mets mon parent en colère ». Donc de dissocier vraiment nos deux cheminées, je vous en parlais beaucoup dans l'épisode 38 sur la colère, c'est que quand l'enfant va avoir un petit raté, quand l'enfant va faire pipi sur lui, au maximum de souffler, nous, dans notre cheminée, de faire la clarté sur ce qu'on ressent. Peut-être qu'on va être déçu intérieurement, peut-être que ça va nous mettre en colère intérieurement, mais de mettre une certaine étanchéité dans ce que l'enfant va ressentir. Alors ce sera pas facile tout le temps, ce sera pas facile parce que ça arrive pas toujours au bon moment. Le pipi au milieu du spectacle, quand on venait juste de trouver la bonne place, que tout le monde est assis, et là notre enfant dit pipi, 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 pipi. Donc évidemment, on va pouvoir manifester une réaction, c'est naturel, mais d'essayer, dans la mesure du possible, de ne pas faire porter notre insatisfaction, notre frustration, notre colère à notre enfant. Notre enfant, il est en plein apprentissage, donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une reformulation positive, comme je le fais avec les mamans dans Emotizen, de vous dire, c'est normal, quand on apprend la continence, il va y avoir des ratés, j'ai confiance en mon enfant pour réussir, je comprends que l'apprentissage, c'est des erreurs, c'est des essais. Le spectacle, on pourra revenir dès qu'on aura fait pipi. L'important, c'est la connexion avec mon enfant, que je lui réaffirme qu'il est capable de dire qu'il a envie de faire pipi, que c'est déjà très bien qu'il dise qu'il a envie de faire pipi. Et s'il n'a pas prévenu, parce que ça peut arriver aussi, que vous vous rendiez compte qu'il a fait sur lui et qu'il vous a pas prévenu qu'il avait envie, de lui dire « Je comprends. Moi aussi, ça m'est arrivé. T'inquiète pas, on va aller tous les deux dans un petit coin, on va te changer. » Mais vraiment d'être dans la douceur, dans la compréhension, dans la connexion avec lui, parce que vous êtes alliés dans cette histoire. Vous avez envie, tous ensemble, vous êtes une team qui est une réussite au bout du processus de continence. Donc vraiment de réassurer votre enfant à chaque fois qu'il y a un petit loupé, à chaque fois qu'il y a un petit raté, que ça fait partie du processus, de verbaliser avec lui pourquoi il y a eu ce raté, peut-être de lui dire t'étais très concentré dans le spectacle ou t'étais en train de regarder ton livre, peut-être que t'as oublié de voir que le caca il arrivait ou le pipi il arrivait, de prendre des mots très simples, de le regarder, de vous mettre à sa hauteur et d'être vraiment dans une compréhension mutuelle de c'est pas facile pour un enfant de maîtriser ses sphincters, c'est pas facile pour un enfant d'arriver à temps pour faire caca dans le pot, dans les toilettes et tout ça. De lui laisser vraiment l'appropriation de cette compétence, de ses sphincters, de ses muscles, de sa compréhension aussi. Ce que je disais souvent aux parents en classe, c'est, vous imaginez l'enfant, il est très très content, ça fait 10 minutes qu'il voulait le camion rouge, là il a enfin le camion rouge, il joue avec son camion rouge et il est tellement dans l'excitation, dans l'émotion, qu'il oublie de se connecter à son corps. Et du coup, il fait pipi sur le tapis. Donc on va réexpliquer tout ça à l'enfant, on va lui dire je vois que ton pantalon est mouillé, peut-être que le pipi il est arrivé et t'as pas pensé à aller aux toilettes, donc viens, on va se déshabiller, on va mettre un slip propre et la prochaine fois, essaye d'écouter un petit peu mieux ton corps, de voir quand la première goutte elle arrive, de te lever, d'aller jusqu'aux toilettes. On lui redonne le mode d'emploi à chaque fois, on lui réexplique l'entièreté du processus et surtout on évite au maximum, je sais que c'est difficile, je me relie à vous, mais on évite au maximum de le gronder, de s'énerver ou de manifester qu'on est déçu. Même si intérieurement on peut être déçu, que ça se renouvelle, qu'il y ait une répétition, de ne pas faire porter notre flamme de déception à notre enfant qui est en plein apprentissage. Il a vraiment envie d'y arriver, il a vraiment envie de nous faire plaisir, non seulement pour nous, mais aussi pour lui. On lui doit cette étanchéité d'essayer au maximum de redescendre, se dire je vais processer ma flamme plus tard, mais là je me connecte à mon enfant et je lui montre que j'ai
confiance en lui, que j'ai foi en lui, que je sais qu'il va y arriver et que c'est normal ces petits ratés-là. Voilà, je vous encourage à faire un petit peu de clarté avec vous-même avant de vous lancer dans ce dossier de l'hygiène naturelle infantile, du pot, d'enlever la couche. Est-ce que c'est le bon moment pour votre enfant? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? J'en ai parlé aussi dans une room dernièrement, c'est que quand je sens que ma fille, elle est très très grande maintenant pour la table allongée, et pourtant on aimerait arrêter la couche pour la sieste et on aimerait arrêter la couche pour la nuit, mais il y a une résistance encore chez elle. Elle vient d'avoir 4 ans, il y a une résistance à retirer la couche pour la nuit, il y a une résistance à retirer la couche pour la journée. Je peux entendre cette résistance pour elle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu une grosse résistance chez moi quand elle est rentrée à l'école, parce que finalement j'avais induit cette frustration que l'école réclame aux parents de rendre les enfants continents pour la rentrée sans leur donner les outils. Donc c'était mon combat intérieur par rapport à l'éducation nationale. C'était ma flamme à moi et ma braise à moi de ne pas être en accord avec ce que fait l'éducation nationale dans l'apprentissage de la parentalité, dans l'aide à la parentalité, dans le soutien à ces familles qui auraient besoin d'informations. Donc je fais la clarté mois après mois sur cette idée, mais en septembre, quand j'ai emmené Sienna la première fois à l'école, je n'étais pas au clair du tout avec cette idée. C'est pour ça que Sienna, elle a senti un conflit d'intérêt en moi, je pense, de ne pas vouloir retirer sa couche, comme si elle militait inconsciemment pour ce que sa mère ressentait. Donc, j'interprète là, vous prendrez, vous trierez ce que vous croyez ou ne croyez pas dans ma situation. Mais en tout cas, je me suis raconté que Sienna n'aurait pas pu acquérir la continence avant la rentrée, puisque moi-même, j'avais pas fait la clarté sur ce que j'attendais d'elle au niveau de la continence. J'étais encore trop dans un conflit d'intérêt avec l'éducation nationale. Donc pour vous, si vous avez votre enfant qui a 1 ou 2 ans, vous avez encore tout le temps de l'installer. Prenez vraiment cette conscience du domaine, du thème, du lexique, du tabou qu'on met parfois au niveau de la société sur ces notions-là. Pour moi, il n'y a pas de tabou à expliquer à un jeune enfant ce qui se passe dans son corps. C'est normal. Et puis, quand on aura le dossier à aborder aussi de la sexualité, si on n'est déjà pas à l'aise avec le pipi caca, ça peut être aussi compliqué d'aborder d'autres sujets plus tard. Donc, essayez-vous de voir ce que vous êtes prêt à mettre en place au niveau des lieux, au niveau du matériel, au niveau des mots que vous allez poser avec votre enfant pour lui présenter l'idée qu'un jour, il n'aura plus de couche. Un jour, il ira sur le pot, il ira sur les toilettes et que ça en fera une grande fille, un grand garçon, mais que c'est pas pour autant qu'on l'aimera plus, on l'aime déjà comme il est, on l'aime déjà avec sa couche, qu'il n'en fasse pas un enjeu d'amour. L'amour est déjà là, c'est juste qu'on le sent capable de passer à une autre étape de son développement. On le sent capable de réussir parce qu'il comprend mieux son corps et qu'il contrôle mieux l'arrivée du pipi et du caca. Voilà toutes les notions que j'avais envie de vous partager. On a eu une room sur Clubhouse avec Rémi où on a parlé de la continence parce que nos filles ont 1 an d'écart, donc c'était intéressant de balayer un petit peu cette zone-là de l'enfant entre 2 et 4 ans. Donc si vous avez envie de la réécouter, je vous invite à descendre sur mon profil Clubhouse et je vous mettrai le lien en description de cette room. On a parlé dans cette room beaucoup d'autres choses parce qu'il y a d'autres domaines en construction et on disait notamment que quand l'enfant est en train de travailler le langage, quand l'enfant est en train de travailler sa motricité, il peut être moins attentif à cette question de la continence. On a aussi parlé de ce que la société nous renvoie comme âge idéal pour être continent. Donc je vous invite vraiment à mettre à distance la société et le regard des autres. On en a beaucoup parlé dans l'épisode 40, je crois. Et puis aussi de voir que il y a pas d'âge limite pour acquérir la continence. Il y a ce qui peut nous inquiéter par rapport aux réflexions du docteur, par rapport aux réflexions de l'école. Mais voyez-vous ce que vous ressentez par rapport à votre enfant. Est-ce que vous le croyez capable de passer à cette étape-là ou non? Est-ce que vous voulez reporter d'1 mois ou pas? Est-ce que vous, dans votre vie personnelle, vous vous sentez capable de mettre en place ces choses-là, d'être très calme quand il va faire pipi, d'être très calme quand il y aura le lit à changer en pleine nuit, quand il y aura un petit raté dans le siège auto? Nous, ça nous demande beaucoup de maîtrise émotionnelle, de régulation de nos flammes et ça nous demande en amont, je crois, de nous préparer à ce thème-là.
On n'est jamais préparé à 100% à tout ce qui va arriver dans nos journées, mais quand on se lance sur l'acquisition de la continence, c'est quand même un chapitre intéressant pour nous creuser ce qu'on vit, ce qu'on a vécu aussi, peut-être nous. Est-ce qu'on a des souvenirs de comment ça s'est passé pour nous? Est-ce que ça a été un peu brusque? Est-ce qu'on s'est senti critiqué, humilié, rejeté parce qu'on n'arrivait pas à faire pipi dans le pot? Ça peut être l'occasion de revisiter aussi quelques braises de ce côté-là. Et puis moi, comme je vous disais, j'avais une braise par rapport au fait qu'on impose aux parents d'avoir des enfants propres le jour de la rentrée. Donc ça, c'était encore un autre combat que j'avais personnellement. Donc voilà, plein de pistes et plein d'éléments qui, j'espère, vous seront utiles si vous en êtes à ce point-là. On pourra éventuellement faire un deuxième sujet à ce propos quand vos enfants auront peut-être un peu grandi, quand vous aurez dépassé ce sujet-là. Puis si vos enfants sont grands, ce sera l'occasion d'échanger aussi sur comment vous avez fait vous, quel choix vous avez fait. Est-ce que vous avez fait très tôt ou un peu plus tard? Est-ce que ça s'est passé comme une lettre à la poste ou avec un peu plus de difficulté? Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des petits messages quand vous aurez écouté cet épisode. En professionnel de l'acquisition de la continence, vous allez pouvoir trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a Rokia qui est spécialisé dans cette question-là. Vous allez pouvoir le trouver sur l'arrobase Miss Psychomote. Donc, c'est une spécialiste de l'achénie. Vraiment, rajoutez-la sur les réseaux. Elle fait beaucoup de live, de contenu, de carousel. Donc, si vous en êtes à ce point précis, ça a l'air d'être vraiment très complet, son travail autour de l'acquisition de la continence. Je vous souhaite en tout cas un très très bel été si vous écoutez ça à la sortie de l'épisode. Et en toutes et quatre causes, une très très bonne semaine. Rajoutez-moi sur les réseaux pour échanger avec moi, pour bénéficier peut-être des offres qui pourraient vous aider dans votre parentalité. Bel été à vous, au revoir. Vous pouvez vous abonner au podcast et envoyer un petit message aussi sur Apple Podcast pour voir en quoi ces épisodes vous aident, en quoi ce podcast vous aide. Moi, j'ai envie de vous accompagner sur tous ces thèmes-là. Choisissez vraiment l'offre qui vous convient pour retrouver un peu de sérénité pour vous, pour votre cheminée à vous et puis pour la vie de famille avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Je vous souhaite beaucoup de douceur et de paix autour de vos flammes agréables et je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.